S'ils avaient su, ils ne seraient pas allés travailler ce jour fatidique, même si cela avait signifié subir des sanctions. Mais ils y sont allés et ce fut leur dernière sortie. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les histoires de travailleurs dévoués dont l'engagement s'est tragiquement terminé par la mort. Aux premières heures du 11 octobre 2012, à l'usine Bumblebee Foods de Santa Fe Springs, le froid et le silence régnaient. Le faible bourdonnement des machines était le seul bruit à rompre le calme du matin. José Melena, un vétéran de 62 ans de l'usine, arrivait comme chaque jour, bien avant le lever du soleil. Son travail était une source de fierté pour lui. Homme de routine, il était reconnu pour sa fiabilité et son dévouement. L'usine était un labyrinthe de machines, de tuyaux et de lignes de production, où la moindre erreur pouvait se transformer en catastrophe. José le savait bien, ayant passé des années à en naviguer les complexités. Ce matin-là, il devait effectuer des travaux de maintenance sur l'un des fours industriels, un énorme autoclave utilisé pour traiter des milliers de kilos de thon en conserve. Alors que José entrait dans le four pour commencer son travail, il fut entouré de silence et d'obscurité, la lourde porte se refermant derrière lui. Il se déplaçait méthodiquement, vérifiant tout signe d'usure ou de dysfonctionnement, une routine qu'il avait accomplie d'innombrables fois auparavant. Ce matin, cependant, allait être différent de tous les autres. Ailleurs, dans l'usine, un collègue poursuivait ses tâches, ignorant la présence de José à l'intérieur du four. Dans un enchaînement tragique, ce collègue pensa que José avait pris une brève pause, peut-être pour aller aux toilettes. Croyant le four vide, il commença à le charger avec 12 000 livres de thon en conserve, scellant la lourde porte et lançant le cycle à haute température de la machine. Le processus mortel démarra dans une escalade silencieuse mais implacable, la température à l'intérieur du four augmentant progressivement pour atteindre 270 degrés Fahrenheit. José, toujours à l'intérieur, était inconscient du danger imminent. Les parois autour de lui commencèrent à chauffer, l'air se chargeant d'une chaleur oppressante. La réalisation du danger arriva lentement, se transformant en horreur lorsqu'il comprit la grave erreur qui avait été commise. Le four, devenu une chambre scellée de mort, ne lui laissait aucune issue. Ses appels à l'aide furent étouffés par le bourdonnement incessant des machines de l'usine, inaudible pour ses collègues. 2 heures s'écoulèrent avant qu'un superviseur ne remarque l'absence de José. L'interphone crépita, l'appelant dans toute l'installation et le parking. La panique s'empara des employés alors qu'ils cherchaient dans chaque recoin, le cœur se serrant à chaque minute qui passait. Le four industriel, sentinelle silencieuse au milieu du chaos, continuait son cycle mortel, passé inaperçu dans la recherche frénétique. La découverte macabre eut lieu lorsque le four fut enfin arrêté et ouvert. Le corps de José gisait à l'intérieur, témoignage cru de la douleur inimaginable qu'il avait endurée. La réalité de sa mort, si horrible et inattendue, fit l'effet d'un choc dans l'usine et au sein de la communauté. Les conséquences furent un tourbillon de chagrin, de colère et de procédures judiciaires. Bumblebee Foods, le directeur des opérations de l'usine Angel Rodriguez et l'ancien responsable de la sécurité Saul Flores furent accusés de multiples violations des règles de l'administration de la sécurité et de la santé au travail, OSHA. Ces accusations soulignaient l'incapacité de l'entreprise à mettre en œuvre des mesures de sécurité essentielles, y compris des plans de sécurité appropriés, des règles pour les travailleurs entrant dans des espaces confinés et des procédures pour s'assurer que les machines étaient éteintes lorsqu'une personne s'y trouvait. L'accusation était simple. Rodriguez et Flores risquaient jusqu'à 3 ans de prison et de lourdes amendes en cas de condamnation. Bumblebee Foods, déjà cité par l'Agence de sécurité au travail de l'État pour ne pas avoir évalué les dangers posés par ces grands fours, faisait face à une amende potentielle de 1 500 000 $. La bataille juridique fut intense, soulignant la nécessité impérieuse de responsabilité et d'amélioration des normes de sécurité dans les lieux de travail industriels. 3 ans après l'incident, un accord historique fut conclu. Bumblebee Foods accepta de payer 6 millions de $, le plus grand règlement de violation mortelle au travail de l'histoire de la Californie. Cet accord marqua un changement significatif dans l'approche de l'entreprise en matière de sécurité des travailleurs. Bumblebee Foods s'engagea à moderniser ses fours pour empêcher l'emprisonnement des travailleurs, à mettre en place des programmes complets de formation à la sécurité et à admettre une accusation de délit mineur pour avoir sciemment omis de fournir un programme de sécurité efficace. Rodriguez et Flores furent également sanctionnés. Tous deux plaidèrent coupables à des accusations de délits mineurs, recevant des amendes et des travaux d'intérêt général. Ces sanctions, bien que significatives, étaient insignifiantes en comparaison du chagrin et de la perte subie par la famille. Ils reçurent 1 500 000 $ dans le cadre du règlement, ce qui fut une maigre consolation pour le vide irremplaçable laissé dans leur vie.
La vaste usine Ventra Ionia de pièces automobiles au Michigan bourdonnait d'une activité de production incessante. Wanda Holbrook se distinguait dans cet environnement animé, rempli du balai mécanique des robots et du cliquetis des lignes d'assemblage. Technicienne de maintenance de 57 ans, originaire de Grand Rapids, Wanda était une présence rare dans le domaine dominé par les hommes des techniciens en robotique. Sa spécialité était de réparer les robots en cas de panne, une compétence qui la rendait indispensable à l'usine. Le parcours de Wanda pour devenir une figure respectée dans l'usine était marqué par la persévérance et le dévouement. Pendant 12 ans, elle avait navigué dans les complexités des machines dont elle avait la charge, gagnant le respect de ses pairs grâce à son expertise et son calme en toutes circonstances. Sa connaissance des robots était approfondie et sa capacité à résoudre les problèmes était presque instinctive. Pourtant, malgré son expérience et sa prudence, la tragédie la frappa le 7 juillet 2015. Comme tant d'autres journées avant celle-ci, ce matin-là, Wanda arriva tôt à son poste dans la zone des 100 cellules de l'usine. C'est là que les robots travaillaient de concert pour assembler des pare-chocs de camions et y souder des plaques. La tâche de Wanda était de s'assurer que ces robots fonctionnaient sans encombre et en toute sécurité. Cette zone de 750 mètres carrés était un espace où les mouvements précis et coordonnés des machines ne laissaient aucune place à l'erreur. Alors que Wanda travaillait, un robot dans la section 130 connut un dysfonctionnement. Son bras se mit à bouger de manière erratique pour des raisons inconnues, franchissant la limite de la section 140 où se trouvait Wanda. Sans prévenir, le bras du robot pénétra dans son espace de travail, la frappant avec une force brutale. Sa tête fut écrasée entre le bras du robot et un attelage que la machine tentait de placer. Lorsque ses collègues réalisèrent que quelque chose n'allait pas, les opérations s'étaient brusquement arrêtées, il était trop tard. Wanda fut retrouvée inanimée, son corps immobile dans l'étreinte froide et métallique des machines qu'elle avait si bien maîtrisées pendant des années. La nouvelle de la mort de Wanda se répandit rapidement dans l'usine, la perte soudaine et violente laissant un vide qui résonnait bien au-delà des murs de l'usine. Son mari, Bill Holbrook, ainsi que leurs 3 enfants et petits-enfants furent plongés dans le chagrin. Des dizaines de collègues, d'amis et de membres de la famille remplirent les 4 derniers bancs lors de ses funérailles, pleurant la perte d'une femme qui avait été un pilier tant pour sa famille que dans son domaine professionnel. Autrefois lieu de routine et d'ordre, l'usine était désormais un site de tristesse et d'incompréhension. Comment une telle chose avait-elle pu arriver ? Comment un robot censé exécuter des tâches spécifiques dans des limites strictes pouvait-il provoquer une telle défaillance catastrophique ? Ces questions hantaient Bill Holbrook, le poussant à chercher des réponses par le seul moyen qu'il connaissait, en engageant des poursuites judiciaires. Après la mort de Wanda, Bill déposa une plainte alléguant que le robot n'aurait jamais dû pouvoir accéder à sa zone de travail. La plainte pointait une défaillance des systèmes ou dispositifs de sécurité de l'usine, arguant que cette lacune avait directement contribué à la mort de Wanda. Selon la plainte, le robot de la section 130 aurait dû rester dans sa zone désignée et ne jamais tenter de charger un attelage dans un dispositif déjà occupé. Ce fut une défaillance de plusieurs systèmes de sécurité qui avait permis cette violation fatale. La plainte visait plusieurs entreprises responsables de l'automatisation de l'usine, y compris Prodomax, Flexengate, Fanuc, Nachi et Lincoln Electric. Bill accusait ces entités de négligence, arguant que ceux qui avaient conçu, construit, testé et surveillé les robots avaient échoué à garantir le bon fonctionnement des machines en toute sécurité. Il cherchait à comprendre ce qui avait mal tourné, à tenir les responsables pour coupables et à prévenir une tragédie similaire à l'avenir. L'affaire était hautement inhabituelle, un rappel sombre des dangers potentiels qui se cachent dans le monde apparemment précis et contrôlé de l'automatisation industrielle. Les accidents mortels impliquant des robots étaient rares, faisant de la mort de Wanda l'une des premières à être signalée aux États-Unis. Cet incident soulignait l'importance cruciale de mesures de sécurité robustes et d'une surveillance vigilante dans les environnements où humains et machines travaillent côte à côte. Le 30 mai 2015, le soleil se leva sur Kailua Kona, à Hawaï, baignant le port de Honoko'au Small Boat dans une lumière dorée. Parmi les lève-tôt se trouvait le capitaine Randy Lenz, un pêcheur chevronné de 47 ans et capitaine de bateau. Fort de plus de 25 ans d'expérience dans la pêche, Randy était une figure bien connue de la communauté de pêche sportive, sa réputation reposant sur une combinaison de compétences, de détermination et de l'esprit chaleureux d'Aloha qu'il partageait avec tous ceux qu'il rencontrait. Alors que le port commençait à s'animer, un événement rare se produisit, déclenchant la tragédie du jour. Au fond du port, un espadon fut aperçu, mesurant entre 1,20 m et 1,80 m de long, avec un rostre de près d'1 mètre.
Les espadons, souvent surnommés les gladiateurs de la mer, se trouvent généralement en pleine mer et non dans les eaux abritées d'un port. L'apparition d'un poisson aussi puissant et imprévisible en ce lieu était des plus inhabituelles, attirant immédiatement l'attention des personnes à proximité. Randy, conscient de la rareté et de la valeur potentielle de cet espadon, saisit l'occasion. La chair d'espadon était prisée pour son goût et sa valeur marchande, et capturer un tel poisson serait un triomphe personnel et professionnel. Sans hésitation, il plongea dans l'eau, harpon à la main, dans le but de capturer le poisson. Également étonné par cette apparition, l'un de ses coéquipiers commença à filmer la scène qui allait devenir le dernier moment de la vie de Randy. L'espadon, fidèle à sa nature, réagit violemment à l'intrusion. Le harpon toucha sa cible, mais la ligne s'emmêla rapidement dans une corde d'amarrage d'un bateau. Piégé et furieux, le poisson se déchaîna, transformant le port calme en une scène chaotique. Il se mit à tourner autour de la corde d'amarrage comme une balle de tetherball, créant un tourbillon de force dangereux et imprévisible. Dans un retournement de situation soudain et fatal, l'espadon changea de direction, son rostre acéré, devenant une arme mortelle. Il frappa Randy en pleine poitrine avec une force incroyable, le rostre pointu traversant muscles et os. L'impact fut dévastateur et Randy fut immédiatement sorti de l'eau par son équipage horrifié. Malgré leurs efforts frénétiques pour le sauver, pratiquant la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours, Randy fut déclaré mort à l'hôpital voisin. La nouvelle de la mort de Randy se répandit rapidement dans la communauté soudée de la pêche sportive de Kailua Kona. Le choc et l'incrédulité se mêlèrent au chagrin alors que ceux qui le connaissaient tentaient de comprendre comment un accident aussi improbable avait pu se produire. Les décès liés aux espadons étaient presque inexistants, rendant les circonstances de la mort de Randy d'autant plus incompréhensibles. Randy laissa derrière lui une famille dévastée par cette perte soudaine. Sa femme Rachel, sa fille de 21 ans Kaya et son fils de 8 ans, Austin, faisaient face à un vide inimaginable. La mort de Randy ne représentait pas seulement la perte d'un mari et d'un père, mais aussi celle d'un homme dont la générosité et l'esprit avaient touché de nombreuses vies. Malgré son apparence rude, Randy était connu pour sa gentillesse et sa volonté d'aider les autres, même lorsqu'il pouvait à peine se permettre de prendre un jour de congé. Son cousin, Bomboy Lanes, partagea des anecdotes sur la générosité de Randy, rappelant comment il engageait des conversations avec des inconnus et les invitait à se joindre à lui pour des barbecues, partageant son foyer et son cœur avec tous ceux qui croisaient. La communauté se rassembla pour pleurer la perte de l'un des leurs. Les pêcheurs qui avaient travaillé aux côtés de Randy et partagé les hauts et les bas de la vie en mer se réunirent tous pour se souvenir de lui. Ils parlèrent de sa compétence, de son courage, de son dévouement à son métier et de son inébranlable esprit d'Alosa. Ils reconnurent également les risques profonds associés à leur mode de vie. Des risques que Randy avait affrontés chaque jour. Que le coup fatal de l'espadon ait été intentionnel ou une réaction de panique restait incertain. Mais le résultat était là. La perte d'un grand pêcheur et d'un homme de cœur. Zachary Freeman Muise était un jeune pompier de 25 ans, originaire de Waterford en Ontario, dont la vie était marquée par une passion inébranlable pour son métier. Employé par Big Cat Wildfire, une entreprise basée à Summerland, Zachary travaillait pour une société privée sous contrat avec le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique lors de sa première saison. Son dévouement et son désir de faire une différence étaient évidents pour tous ceux qui le connaissaient. Le 28 juillet 2023, Zachary se retrouva face à un incendie de forêt violent dans la région reculée de Donny Creek, au nord de Fort St. John. Le terrain était dangereux et le feu imprévisible, mais Muise était déterminé à accomplir sa mission. Aux côtés de ses collègues, il lutta sans relâche pour contenir les flammes, faisant preuve du courage et de la résilience qui lui avaient valu le respect de ses pairs. La situation prit un tournant tragique lorsque le véhicule utilitaire tout-terrain, UTV, dans lequel il se trouvait, perdit le contrôle et dévala une pente raide sur une route de gravier. L'accident fut brutal et malgré l'intervention rapide de ses collègues, la gravité de ses blessures devint vite apparente. Muise fut transporté en urgence par hélicoptère à l'aéroport de Fort St. John dans une tentative désespérée de sauver sa vie. Malgré les efforts acharnés de l'équipe médicale, il succomba à ses blessures pendant le transport. La nouvelle de la mort de Zachary provoqua un choc dans toute la communauté des pompiers et bien au-delà. Sa disparition soudaine fut un rappel poignant des dangers auxquels sont confrontés ceux qui luttent contre les incendies de forêt. Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, qualifia l'incident de tragédie énorme, un sentiment partagé par beaucoup qui ressentirent profondément cette perte.
Les circonstances entourant la mort de Muiz déclenchèrent une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada, GRC, le service des coronaires de la Colombie-Britannique, WorkSafe BC et le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique. Cette investigation visait à comprendre ce qui avait mal tourné et à prévenir la survenue d'une telle tragédie à l'avenir. En pleine période de deuil, la famille et les amis de Zachary devaient affronter la perte brutale et profonde d'un jeune homme qui avait encore tant à offrir. La cérémonie fut un hommage à son caractère et aux nombreuses vies qu'il avait touchées au cours de sa courte existence. Les larmes coulèrent librement alors que les orateurs partagèrent leurs souvenirs de Zachary, racontant des histoires qui mettaient en lumière sa gentillesse, son courage et son engagement inébranlable envers son travail. Parmi les intervenants se trouvait l'oncle de Zachary, Paul Cranch, un vétéran retraité de 40 ans de la police provinciale de l'Ontario. Cranch prit la parole au nom de la famille, partageant ce qui permettait au père de Zachary de tenir le coup, les souvenirs qu'ils avaient le créé ensemble et la fierté qu'il ressentait en sachant que son fils avait vécu son rêve. Malgré le chagrin immense, il y avait un réconfort à savoir que Zachary avait poursuivi sa passion avec tout son cœur. La famille publia un communiqué exprimant leur dévastation face à cette perte soudaine et tragique. Au milieu de leur chagrin, ils trouvèrent une manière d'honorer la mémoire de Zachary, en lançant une collecte de fonds en ligne pour le programme Camp FACES de la Fondation canadienne de soutien aux incidents critiques. Cette initiative visait à soutenir les familles confrontées à la perte d'un être cher, reflétant ainsi la générosité et la compassion qui caractérisaient Zachary. Brendan Moreland, âgé de 35 ans, était régulateur de trafic, un métier avec ses propres défis et dangers. Le 26 octobre 2021, Brendan se réveilla et suivit sa routine habituelle. Il enfila son équipement de travail à haute visibilité, lassa ses bottes robustes et se prépara pour une nouvelle journée de travail, ignorant que ce jour marquerait la fin de sa vie. Brendan arriva à son poste sur la Bruce Highway à Mackay, dans le Queensland, prêt à assurer un flux de circulation sûr et efficace. Son rôle consistait à déplacer les cônes de signalisation et à diriger les véhicules, une fonction essentielle nécessitant vigilance et précision. Malgré les risques inhérents, Brendan était fier de son travail, conscient de son importance pour prévenir les accidents et garantir la sécurité des travailleurs et des conducteurs. La matinée se déroula comme d'habitude, avec Brendan accomplissant ses tâches avec diligence. Alors qu'il déplaçait les cônes le long de l'autoroute, une voiture surgit à toute allure. Dans un tournant tragique et imprévu, le véhicule heurta Brendan violemment. L'impact fut soudain, projetant Brendan au sol. Le conducteur ne s'arrêta pas et continua sa route à toute vitesse, laissant Brendan gravement blessé sur le bitume. Les services d'urgence furent appelés sur les lieux, mais malgré leurs efforts, les blessures de Brendan étaient de trop graves. Il fut déclaré mort sur place, sa vie fauchée par un acte insensé de délit de fuite. La nouvelle de sa mort provoqua une onde de choc parmi sa famille, ses amis et ses collègues, qui furent plongés dans le deuil suite à cette perte brutale. La police lança immédiatement une chasse à l'homme pour retrouver le conducteur. Le Toyota RAV4 impliqué dans l'incident devint l'objet d'une recherche intensive. L'inspecteur Ian Houghton, chargé de l'enquête, coordonna les efforts pour retrouver le véhicule et arrêter le conducteur. Quelques heures plus tard, la voiture fut retrouvée à Mackay et le conducteur, un homme de 28 ans, fut arrêté après avoir également été reconnu coupable de vol de véhicule. Le casier judiciaire du suspect était lourd. Il fut inculpé d'une accusation d'opération dangereuse d'un véhicule ayant causé la mort, de 3 chefs d'accusation d'utilisation illégale d'un véhicule à moteur, de 2 chefs de conduite sans permis et d'un chef de cambriolage. La gravité de ces actes et la nature insensée de la mort de Brendan laissèrent la communauté sous le choc. La mort prématurée de Brendan suscita un flot d'hommages et de condoléances de la part de tous ceux qui le connaissaient. Sa famille le décrivit comme un individu gentil et attentionné qui plaçait toujours les autres avant lui-même. Il avait une nature douce et un sourire chaleureux capable d'illuminer une pièce. Ses amis se rappelaient de sa loyauté et de son soutien indéfectible. Les collègues de son lieu de travail se souvenèrent de Brendan comme d'un travailleur dévoué et consciencieux. Il abordait son travail avec un professionnalisme qui imposait un standard élevé à ceux qui l'entouraient. Sa perte fut profondément ressentie par ceux qui avaient travaillé à ses côtés, partageant les défis et les succès quotidiens de leur profession exigeante. Les jours qui suivirent la mort de Brendan furent marqués par le chagrin et la réflexion. Une cérémonie commémorative fut organisée pour honorer sa mémoire, à laquelle assistèrent sa famille, ses amis et ses collègues. Le service fut un hommage triste mais sincère à un homme dont la vie avait été consacrée au service des autres.
Les éloges funèbres racontèrent des anecdotes sur la gentillesse de Brendan, son sens de l'humour et son dévouement inébranlable envers son travail et ses proches. À la suite de la tragédie, la sécurité des régulateurs de trafic fit l'objet d'une attention renouvelée. La mort de Brendan mit en lumière les risques liés à ce métier et la nécessité de renforcer la protection de ceux qui travaillent sur les routes. Les discussions sur des règlements plus stricts et des mesures de sécurité accrues prirent de l'ampleur, portées par un désir collectif de prévenir une telle tragédie à l'avenir.